Jeudi 23 septembre, ici Alec Castonguay, où que vous soyez au pays. Bienvenue à Midi Info. Bonjour, bonne fin d'avant-midi. Aujourd'hui, entre autres sujets, on va aborder la loi spéciale pour interdire les manifestations anti-vaccins et anti-mesures sanitaires près des écoles et des hôpitaux. Le gouvernement Legault a déposé son projet de loi ce matin et il sera débattu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il contient? Comment réagissent les partis d'opposition? On va faire le point avec Martine Biron dans quelques instants, puis vers midi 10 avec le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. On va également se rendre au Texas où l'expulsion des centaines d'Haïtiens vers leur pays d'origine fait monter la tension. Ils sont des milliers massés sous un pont à ne pas vouloir retourner en Haïti. Notre envoyé spécial, Azeb Voldegurgis, va nous raconter comment ça se passe là-bas. Mais d'abord, je le disais, grosse journée à Québec. Martine Biron, bonjour. Bonjour, Alec. Alors, le gouvernement a déposé son projet de loi spécial contre les manifestations devant les hôpitaux, les écoles, les garderies, les centres de dépistage de la COVID, les centres de vaccination. Bref, on vise assez large. Tu as presque lu le projet de loi. Parce que, en fait, le projet de loi 105 a 5 articles. Ça tient à peine sur une page. Alors, la première des choses qu'on nous dit, c'est où il sera interdit de se trouver à moins de 50 mètres, donc les centres de dépistage et vaccination. Tout établissement de santé et services sociaux. Alors ça inclut évidemment les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC, tout ce que vous pouvez imaginer dans le domaine, les garderies, CPE, privées, publiques, elles sont toutes incluses, et les écoles primaires et secondaires. La deuxième chose, c'est les sanctions. Des amendes de 1 000 à 6 000 $ pour les manifestants et des amendes plus élevées de 2 000 à 12 000 $ pour toute personne qui intimiderait ou menacerait des gens sur les lignes de piquetage. Claire Sanson, la députée du Parti conservateur d'Éric Duhem, a donné son consentement au dépôt du projet de loi ce matin, mais elle a dit en point de presse qu'elle aimerait avoir un peu plus de temps pour l'adopter, pour réfléchir. Elle a aussi souhaité que la loi soit encadrée dans le temps. En fait, ce que ça dit dans le projet de loi, c'est que la loi tomberait le jour où l'état d'urgence sanitaire serait levé. Alors, et elle a dit, moi, j'aimerais mieux que ça soit encadré dans un mois. Et le premier ministre, en arrivant avant la période de questions, a dit qu'il accepterait cet amendement-là. Remarquez que je pense que le gouvernement pourrait prolonger la mesure si c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi y aller de mois en mois. Exactement, c'est ça. Plutôt que de l'accoler au décret d'urgence sanitaire qui, lui, on ne voit pas trop quand est-ce que ça va se terminer, là, ce décret-là. Ouais. Là. C'est ça. C'est ça. Alors, le gouvernement veut adopter cette loi-là, ce projet de loi-là, aujourd'hui. C'est assez rare qu'on adopte un projet aussi important, là, parce que quand même, le droit de manifester, c'est un droit qui est enchâssé dans la Charte des droits. Pour des petits projets de loi plus légers, ça peut arriver, là, mais quelque chose comme ça dans une journée, ça veut dire qu'on accélère toutes les étapes. Il y a 5 étapes pour adopter un projet de loi. Et pour y arriver, ça prend l'unanimité de la Chambre pour pouvoir passer d'une étape à l'autre. Alors, il y a un plan de match qui a été élaboré ce matin. Et ces 5 étapes-là, en fait, on les a... quand on les prend tous ensemble, ça serait comme un débat, là, en tout et pour tout, qui ferait un peu plus de 5 heures, 5h15. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres amendements? Est-ce que d'autres partis d'opposition vont vouloir proposer des amendements pour ce projet de loi-là? La journée est jeune, mais si tout marche et tout le monde entre dans le rang correctement, je dirais qu'autour de 18-19 heures, il y a des bonnes chances qu'on soit rendu au vote. Et point de presse, l'autre grosse nouvelle de la journée, là, c'est le point de presse à 13h sur la crise dans le système de santé. Le ministre Christian Dubé qui va présenter son fameux plan là, dont il nous parle depuis quelques jours. Oui, le premier ministre a dit ce matin que ce serait une petite révolution. À la période des questions, il a ajouté que ce serait un plan costaud. Remarquez que rien n'a filtré. Mais les attentes sont passablement élevées parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a placé la barre haut en promettant qu'il n'y aurait
pas de bris de service. Il va être accompagné de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Ça veut dire que le chéquier est pas très loin. Le projet, c'est de séduire rapidement, j'insiste sur le mot rapidement, là, des milliers d'infirmières qui ont choisi soit la retraite ou le travail privé parce que c'était plus payant et parce que les horaires sont plus stables. Surtout, oui. Oui. Fait que, donc, Québec n'a pas vraiment le choix de leur donner à peu près le même traitement qu'au privé et peut-être même plus. Alors, ce que ça veut dire, c'est justement mettre un peu d'argent sur la table, mettre probablement beaucoup d'argent sur la table, mais aussi mettre fin au système des heures supplémentaires obligatoires. À la période de questions, M. Legault, aujourd'hui, a dit 40% des infirmières travaillent temps partiel dans le réseau. Oui. Alors, il faut replacer les choses. Le défi, c'est de faire atterrir les mesures tout de suite, de le concrétiser. C'est une chose de faire les annonces, mais on a vu pendant la pandémie comment c'était difficile. Il y avait tellement un gros décalage entre ce que disait le gouvernement et ce qui se passait sur le terrain. Et on le sait que le réseau de la santé, c'est pas ce qu'il y a de plus agile. Mais regardez les conventions collectives qui ont été conclues cet été, là, qui sont assez généreuses. On estime que ça va prendre à peu près 1 an pour les mettre en place. Alors, c'est un peu ça que le gouvernement veut faire aujourd'hui, essayer d'accélérer la mise en place de ces mesures-là. Et c'est plus facile à dire, vraiment. Je pense que c'est un gros défi. Ouais, oui, ça va être quelque chose. On va suivre ça à 13h. Merci beaucoup, Martine. Au revoir. À demain. Christian Noël à Ottawa, bonjour. Bonjour, Alec. Alors, Erin O'Toole, on en parle parce qu'il est un peu tiraillé. On a entendu notre collègue Laurence qui a fait un topo sur un député conservateur qui refuse de se nommer, mais qui demande la tête de son chef, un cadre du parti qui a lancé une pétition pour qu'Erin O'Toole démissionne. Mais à l'inverse, on a vu plusieurs députés conservateurs du Québec sortir pour défendre Erin O'Toole. Donc, on a vraiment là, actuellement là, du pour et du contre sur son leadership. Et la question, ça va être qui va être le mieux organisé pour gagner son pari. Des gens à qui j'ai parlé dans le Parti conservateur, notamment dans l'ouest du pays, disent les gens qui sont contre le leadership d'Erin O'Toole présentement sont parfois des anciens rivaux ou des gens qui ne l'aimaient pas déjà de toute façon en partant et qu'il n'y a pas d'organisation qui chapeaute présentement un putsch contre le chef. Il y a plusieurs petites poches de mécontents ici et là, mais ce mécontentement-là ne s'est pas encore cristallisé. À l'inverse, on semble me dire que du côté de l'appui à Erin O'Toole, on commence à s'organiser. Et Erin O'Toole leur a déjà donné une bonne poignée, d'abord le soir de l'élection, en disant qu'il voulait être prêt au cours des 18 prochains mois. Et ensuite de ça, au lendemain de l'élection, en disant « Je vais commencer à entreprendre une révision de ce qu'on a mal fait durant cette campagne-là pour s'améliorer. » Et ça vient un peu jeter comme une couverture mouillée sur le feu couvant pour essayer de garder les flammes pas trop fortes. Et là, il faudra voir qui s'organise, comment on s'organise. Et l'autre chose aussi, c'est que les conservateurs progressistes, notamment du Québec, ils ont l'impression d'avoir le chef qu'ils voulaient. Même si, au départ, il y a peu de députés québécois qui avaient appuyé Erin O'Toole. En fait, il y en a un, c'était Richard Martel. Les autres avaient appuyé M. McKay ou étaient restés neutres. Ouais. Mais à la porte, quand on frappait à la porte en 2019, on entendait parler du chef de façon négative. Quand on frappait à la porte en 2021, c'est pas la même chose. M. Erin O'Toole est moins polarisant, un peu plus beige. D'ailleurs, il y a le premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, qui était là dans les années 70 et 80, qui disait « beige, ça marche ». Est-ce que ça marche encore dans le monde des médias polarisants qu'on a présentement? Je sais pas. Mais l'autre argument qu'on entend, c'est qu'il faut avoir de la patience. Stephen Harper n'a pas gagné sa première élection en 2004. Et si on avait ajouté l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur de l'élection d'avant en 2000, on aurait eu 35 % des voix. Stephen Harper n'a obtenu que 29 % des voix avec son parti fusionné. Donc, les gens disent, ça prend de l'expérience du galon, il faut miser sur la reconnaissance du nom d'Erin O'Toole à long terme, et c'est pas clair que ce putsch-là va réussir comme il a réussi pour Andrew Scheer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir, mais on a l'impression qu'il y a une aile progressiste du Parti conservateur qui veut vraiment défendre le chef qu'ils ont présentement. Et c'était l'inverse. Andrew Scheer, c'était l'aile progressiste qui voulait sa peau, là, parce qu'il y avait eu tout le débat sur l'avortement pendant la campagne électorale, puis on ne le jugeait pas à la hauteur de redresser la barre. Là, c'est un peu l'inverse. Là. C'est la base conservatrice dans l'Ouest qui aime moins ça, Erin O'Toole, mais si les députés progressistes, notamment du Québec, veulent le garder, peut-être que ça les fera réfléchir. Et une dernière chose là-dessus.
il y a une différence entre Aaron O'Toole et Andrew Scheer. Andrew Scheer, quand il a perdu, il y avait un peu une mentalité de bunker après les élections, tandis qu'Aaron O'Toole lance déjà des perches. Il se bat déjà pour son leadership 1 à 1 avec les députés. Donc, petite différence dans la façon de gérer les choses. Et à la défense d'Aaron O'Toole, il y a eu une éclipse médiatique qui s'appelle la pandémie. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour se faire connaître. Là. On ne l'a pas vraiment vu avant le début des élections, donc peut-être qu'il lui laisse un peu de temps. C'est vrai que c'est un argument qui pourrait avoir du poids. En terminant, comment les libéraux, eux, qui sont au pouvoir, Justin Trudeau n'a toujours pas fait de conférence de presse depuis sa victoire. Bon, donc, on ne sait pas exactement comment il s'enligne. Discours du trône, Conseil des ministres, on recommence à siéger quand à Ottawa? Est-ce qu'on a quelques informations? Bien, ce qu'on entend, c'est que le premier ministre veut attendre que tous les résultats soient sortis dans les 5 ou 7 circonscriptions qui restent à déterminer par le vote par la poste avant de prendre la parole. Ça sera quand tout ça? Est-ce qu'on aura un discours du trône avant l'Action de grâce ou après l'Action de grâce? On verra. Il y a comme des débats à l'interne. L'autre chose aussi, ça va dépendre de l'ampleur de son remaniement ministériel. Qui il déplace, à quel endroit il les envoie? Est-ce qu'il veut vraiment mettre un visage neuf sur tout ça? Il y a plein de gens qui ont été élus ou qui sont peut-être sur le point de l'être, qui sont des candidats qui pourraient apporter un visage neuf à ce gouvernement-là. En même temps, dans le discours du trône, à quoi ça va ressembler? Probablement celui de l'an dernier, à la différence qu'il va y avoir des choses, notamment sur la vaccination obligatoire ou sur la protection des acheteurs des maisons, par exemple, qui étaient les deux promesses phares qui étaient différentes de ce qu'il y avait dans le discours du trône ou même dans le budget. Puis, il faudra voir comment ça va avec les négociations en santé aussi. Le Conseil de la Fédération, les premiers ministres des provinces se rencontrent aujourd'hui. Il faudra voir, quand M. Horgan va faire son point de presse ce soir, quelle ligne il envoie, quel message il envoie à Ottawa. Est-ce qu'il va y avoir des lignes qui vont se tracer dans le sable? Et dernière chose, Alec, en terminant, si on regarde les ententes avec les garderies, il y avait 3 provinces qui n'avaient pas signé, l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick. Et là, M. Higgs, au Nouveau-Brunswick, dit maintenant qu'il est ouvert à négocier. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de non terminé sur la table du premier ministre là, sur laquelle il va vouloir avancer rapidement. Ouais, Doug Ford semblait aussi en Ontario avoir de l'appétit soudainement pour ce programme-là. Alors, on va suivre ça. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été là. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir, à demain. Mathieu Goyer, en Alberta, bonjour. Bonjour, Alec. Alors, Jason Kenney, le premier ministre, semble avoir évité le pire, du moins à court terme. Là. La fronde s'est calmée. Ça s'est passé comment hier, cette réunion très attendue du caucus? Alors, la rébellion anti-Kenney a été maîtrisée, du moins pour l'instant. On est en mesure de confirmer, Alec, qu'une motion de défiance a été déposée hier au caucus qui se tenait à Calgary, mais que cette motion-là, par la suite, a été retirée avant qu'on se rende à un vote. Jason Kenney a trouvé un compromis avec ses députés et les membres de son parti qui sont insatisfaits. Il a accepté de se soumettre à un vote de confiance des membres en début d'année prochaine, plutôt que ce qui était prévu initialement. Le prochain vote de confiance devait avoir lieu l'automne prochain, dans 1 an seulement. C'est devancé. Je rappelle, il y a 2 camps de députés insatisfaits, ceux qui ne veulent pas de mesures sanitaires, qui sont contre le passeport vaccinal, et il y a ceux qui trouvent au contraire que le premier ministre n'en a pas fait assez pour maîtriser la pandémie. Pas besoin de le répéter, mais la 4e vague ici, elle est plus forte que jamais. Le système de santé n'a jamais vécu une telle crise. Le nombre de patients avec la COVID atteint des records. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas la première crise interne que vit encore récemment Jason Kenney, pas plus tard que le printemps dernier. Rappelez-vous cette quinzaine de députés qui avaient ouvertement dénoncé dans une lettre les mesures durant la 3e vague. Ça avait mené à l'expulsion de 2 députés qui refusaient de rentrer dans le rang. Cette fois-ci, donc, au lendemain de la réunion du caucus, pas de démission, pas d'expulsion, mais il y avait quand même un des vice-présidents du Parti conservateur uni qui a demandé ouvertement la démission du chef. Il y a aussi eu le ministre de la Santé qui a été réaffecté à un autre portefeuille. Bref, ça a brassé, ça a beaucoup brassé cette semaine, mais le pire pour Jason Kenney a été évité. Il a gagné du temps, en réalité. Et là, il lui reste quelques mois pour convaincre les 2 camps qui sont complètement aux antipodes dans son caucus qu'il est encore l'homme de la situation, auquel cas, on pourrait tourner en course au leadership avant les prochaines élections là, en Alberta. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge pour le Parti conservateur. Pour l'instant, l'unité, elle est maintenue, mais effectivement, Jason Kenney demeure fort impopulaire. Le parti aussi. Écoutez, s'il y avait des élections demain matin en Alberta, le NPD, mené par l'ancienne première ministre Rachel Notley, aurait d'excellentes chances de reprendre le pouvoir. Autre signe que les choses vont mal encore au Parti conservateur uni, c'est le financement. Il est de loin devancé par le NPD, même si le NPD est dans les banquettes de l'opposition. Écoutez, durant la première moitié de 2021, le NPD a récolté
2 fois plus d'argent que le Parti conservateur, qui est pourtant au pouvoir. Autre signal rouge sur le tableau de bord de Jason Kenney, ce sont les résultats d'élections fédérales. Il y a maintenant 2 députés néo-démocrates de l'Alberta à la Chambre des communes. Les libéraux ont aussi gagné 2 sièges. Ça fait 4 députés progressistes, ça, à la Chambre des communes. Ça nous indique que les électeurs progressistes dans les grandes villes, Edmonton, Calgary, sont mobilisés. Ils l'ont montré lundi soir. C'est pas une bonne nouvelle pour M. Kenney. Alors, les conservateurs de M. Kenney ont toute une pente à remonter s'ils veulent garder le pouvoir en 2023. On vient de dépasser la mi-mandat ici. Bon, vous allez me dire, c'est encore dans longtemps. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire d'ici ce temps-là, mais c'est vraiment encore un énorme défi qui attend Jason Kenney, même si pour l'instant, la rébellion dans son parti, elle semble maîtrisée. Ouais, il doit maintenant gouverner et tenter de sauver sa peau en même temps. Alors, les prochains mois vont être assez intéressants. Merci beaucoup, Mathieu Goyer, Edmonton. Au revoir. Au revoir. La pratique de stériliser des femmes autochtones sans leur plein consentement a bel et bien existé au Québec. Des femmes osent maintenant briser le silence sur cette question très intime, taboue dans la plupart des communautés. Nos collègues d'enquête ont découvert que la pratique touche aussi des femmes noires, ici, à Montréal. Sylvie Fournier, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé à une dizaine de femmes qui disent avoir été stérilisées sans leur plein consentement. C'est quand même pas rien. C'est surprenant. Hein? Très surprenant. Oui, on a parlé à des femmes. Oui, nous aussi, au départ, d'ailleurs, je ne vous le cache pas, on avait un certain scepticisme. Mais je vous raconte, on a parlé à des femmes Cris, Innu, Atikamekw, donc de différentes régions du Québec, pour des histoires qui remontent parfois aux années 80, parfois plus récentes, jusque dans les années 2000. Et chacune avait presque toujours l'histoire d'une tante, d'une sœur, d'une mère, d'une grand-mère, d'une cousine qui avait vécu la même chose. Alors, on a un peu l'impression d'avoir la pointe de l'iceberg ici. Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'on leur a proposé une intervention stérilisante presque toujours au moment d'un accouchement. Et là, précision utile ici, on ne parle pas d'un accouchement qui tourne mal, où la vie d'une mère est en danger, qui nécessite une intervention urgente. Bien évidemment, c'est tout à fait légitime, et on ne parle pas de ça. On parle d'un accouchement normal, par césarienne, parfois une césarienne imprévue, donc à laquelle la mère n'est déjà pas préparée. Et on leur propose en quelque sorte d'en profiter parce que c'est une chirurgie quand même évasive, pour faire une ligature des trompes. Une ligature, c'est une méthode de contraception. C'est généralement définitif, c'est rarement réversible. Et on leur propose ça alors qu'elles sont extrêmement vulnérables, alors qu'elles ont très peu de temps pour réfléchir. Et c'est une intervention qui a des conséquences qu'elles vont porter pour le reste de leur jour. Alors, je vous propose un très court extrait, si vous voulez bien. Bien sûr. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que j'avais déjà mes contractions aussi. Hein. Tu sais, quand t'as mal, là, c'est pas le temps de réfléchir. Pour elle, elle a subi une césarienne. Puis ça s'arrête là. Elle ne se doutait aucunement qu'on lui avait clippé les trompes. Ce qu'on constate également, Sylvie, c'est que ce ne sont pas que des femmes autochtones qui subissent ces stérilisations forcées-là. Et ça a été vraiment une surprise parce que pour ce qui est des femmes autochtones, c'est dramatique. On en avait déjà un peu entendu parler ailleurs au Canada. Mais nous, de découvrir quelques cas de femmes noires à Montréal, ça nous a tellement surpris qu'au début, on s'est demandé si c'était peut-être des événements isolés, des cas isolés. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les récits se ressemblent. Et c'est là que tout se rejoint. Le problème du consentement vient du fait que... Et le consentement est balisé au Canada. Tous les collèges de médecins ont des normes, des guides de pratique pour leurs membres, mais c'est aussi balisé du point de vue légal. Alors, pour qu'un consentement soit libre et éclairé, il faut que la patiente soit capable de prendre cette décision-là, bien sûr, et qu'elle soit dans un état d'esprit, assez de sérénité, si vous voulez, pour être capable de mesurer aussi les risques, les options, les bénéfices, les inconvénients, etc. D'avoir le temps aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de réfléchir à tout ça. Et il y a un autre aspect aussi qui est très délicat. Faut-il parler de Joyce Echaquan? Il y a beaucoup de femmes autochtones qui, quand elles se présentent pour accoucher, ne se sentent pas en sécurité. Maintenant, je pense qu'il y a eu un éveil collectif sur cette question-là, puis on est
peut-être mieux capables de comprendre ça, mais elles se présentent pour accoucher, elles sont inquiètes. Il y a eu des cas de femmes dans l'Ouest canadien où on leur a enlevé leur bébé. Elles ont peur. Et dire non dans ce contexte-là, c'est aussi plus difficile. Et ça, c'est la responsabilité du médecin de s'assurer que la femme fait vraiment un consentement libre et éclairé, alors que dans ce cas-ci, il peut arriver qu'elle se sente contrainte à le faire à cause de ces circonstances-là. Puis parfois, il y a aussi carrément un problème de communication. Oui, il y a eu des cas aussi dans l'Ouest canadien, je pense, où on avait, il y a quelques années, là, découvert ce type de stérilisation forcée-là. Est-ce qu'on est dans le même type d'approche? Est-ce qu'on présente ça aux femmes de la même manière que ce qui se passait dans l'Ouest du pays? Tout à fait. D'ailleurs, on est allé rencontrer Alyssa Lombard, qui est l'avocate qui a fait une demande d'autorisation d'action collective au nom d'une centaine de femmes. Au départ, il y avait une quinzaine de femmes à peu près qui se sont manifestées à Saskatoon, pour être précise. Et il y en a maintenant une centaine d'inscrites à ce recours, des femmes qui viennent du Manitoba et de la Saskatchewan. Et ce sont à peu près les mêmes motifs. On leur dit souvent que c'est dangereux. Nouvelle parenthèse ici, il se peut que le médecin, avec son expertise, évalue qu'effectivement, pour cette femme, c'est peut-être pas souhaitable d'avoir une autre césarienne. Fin de la parenthèse, parce que ça n'enlève pas sa responsabilité de s'assurer que la femme puisse prendre cette décision-là au bon endroit, au bon moment, dans le bon environnement. Oui. On leur dit aussi parfois, et assez crûment, vous en avez assez. Vous en avez eu 4, 5, 6, ça suffit. Des femmes nous ont raconté se faire dire, par exemple, ben vous allez tomber dans l'alcool, vous ne pourrez pas les garder. Des fois, c'est vraiment pas subtil. Et il y en a à qui on n'a rien dit. Il y a des femmes qui l'apprennent des mois plus tard, des années plus tard parfois. Et ça, c'est vraiment profondément troublant. Mais vous avez raison, ça ressemble tout à fait au récit qu'on a entendu dans l'Ouest canadien, où par ailleurs, l'Autorité régionale de santé de Saskatoon a commandé une enquête indépendante, si vous voulez, qui a confirmé l'existence de la pratique, et on a présenté des excuses à ces femmes publiquement. En terminant, qu'est-ce que dit le Collège des médecins? Le Collège des médecins se dit extrêmement préoccupé de savoir que cette pratique pourrait avoir lieu au Québec. Il compte faire un rappel à ses membres cet automne. En fait, il les invite à revisiter un guide qui a été conçu avec le barreau il y a 2-3 ans, qui porte spécifiquement sur le consentement. Encore une fois, on n'est pas dans un enjeu médical, on est vraiment dans un enjeu de consentement. Le Collège, par contre, n'ira pas jusqu'à faire comme à Saskatoon, dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on a demandé aux médecins on interdit aux médecins de proposer une ligature des trompes en plein accouchement, un peu avant, un peu après. Le Collège nous dit qu'on ne fera pas ça ici, pour l'instant en tout cas, parce qu'on mise sur l'éducation, la sensibilisation. Sylvie Fournier, votre reportage sera diffusé ce soir sur ICI Télé à 21h. C'est vraiment à voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Chronique économique avec Andréanne Saint-Arnaud. Bonjour Andréanne. Bonjour Alec. Alors, l'histoire de SNC-Lavalin est parsemée de toutes sortes de rebondissements. Et là, on a beaucoup parlé de corruption dans les dernières années et ça revient hanter le géant de l'ingénierie québécoise. Oui, exactement, parce que la GRC a annoncé ce matin avoir arrêté 2 anciens administrateurs à Montréal, Normand Morin, Kamal Francis, qui font face à plusieurs accusations pour des événements survenus entre 1997 et 2004 en lien avec la réfection du pont Jacques-Cartier. Parce que rappelez-vous que dans les chapitres précédents de la saga SNC-Lavalin, on avait appris que l'ancien président et chef de la direction de la Société des ponts fédéraux avait reconnu avoir reçu des pots de vin de SNC-Lavalin d'une valeur de 2 230 000 $. Il s'appelait Michel Fournier. Il avait été condamné à 5 ans et demi de prison en 2017, mais il n'y avait pas d'accusation qui avait été portée contre les présumés corrupteurs, ceux qui avaient versé les pots de vin. Alors, ce sont eux qui finalement ont été arrêtés ce matin à Montréal. Ils ont été remis en liberté conditionnelle. Ils vont comparaître au palais de justice d'ici quelques jours. La GRC les accuse de corruption d'un fonctionnaire fédéral, de fraude, de complot, de fabrication de faux contrats d'agents commerciaux. SNC-Lavalin qui est aussi tenu criminellement responsable des gestes des anciens administrateurs, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales a donné son accord pour que soit négocié un accord de réparation. C'est probablement comme ça que va se conclure ce nouveau chapitre-là pour l'entreprise, qui dit et qui répète souvent avoir fait le ménage, avoir tourné la page et qu'elle est une nouvelle entreprise
l'entreprise après les scandales qui l'ont fragilisé là, dans la dernière décennie. Oui, et cet accord de réparation devrait leur permettre de continuer à soumissionner sur des contrats publics au Canada, ce qui est quand même assez important. Exactement. Et on se rend compte que dans ces années-là, Andréane, là, ça tournait pas rond à SNC-Lavalin. On parle de tout ce qui s'est passé avec le contrat du CUSUM, la Libye, maintenant le pont Jacques-Cartier. L'entreprise qui disait avoir fait le ménage, là, mais clairement, dans ces années-là, c'était une pratique assez courante, là, visiblement. Oui, absolument. Bien, ça lui a été reproché à plusieurs reprises. Vous voyez, comme je vous le disais, ce sont des événements survenus entre 1997 et 2004. Oui, ça fait plus de 15 ans. Là, exactement. Ça, ouais. Et dans les dernières années, quand l'entreprise dit avoir fait le ménage, on a changé à peu près tous les administrateurs, nouvelle direction, et ce, dans la plupart des filiales de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle elle dit avoir tourné la page aujourd'hui. Autre dossier fort intéressant, la Commission européenne ce matin, Bruxelles propose d'imposer un chargeur universel pour les téléphones mobiles et autres appareils électroniques. Vous savez, on est rendu avec 7-8 chargeurs, on ne sait plus quelle prise fonctionne. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée là, d'uniformiser tout ça. Oui, je trouvais ça intéressant. Ça se passe en Europe, mais ça concerne, à mon avis, des milliards de consommateurs sur la planète. Combien, vous en avez des vieux chargeurs dans les tiroirs? Trop. C'est ça le problème, parce que depuis 20 ans, depuis qu'on trimballe des téléphones mobiles, entre autres, la technologie a changé souvent. On a eu différentes sortes de téléphones, d'appareils électroniques, et chaque fois, ça vient avec un chargeur spécifique. Alors, quel gaspillage. C'est à ça que veut s'attaquer la Commission européenne, qui a présenté ce matin une proposition qui va devoir être approuvée par les députés et les États membres, là, mais qui vise à harmoniser les ports de chargement pour les téléphones, les tablettes, les appareils photo, les casques audio, les enceintes, les consoles de jeux portatives. Pensez-y, là, à peu près tous vos appareils à la maison, vous pourriez les charger avec une seule prise ou un seul câble de chargement. Le bonheur! Bon, c'est sûr que ça serait plus simple. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà moins de sortes de chargeurs sur le marché qu'il y a 10 ans. En 2009, il y en avait une trentaine de versions. Aujourd'hui, il y a 3 modèles qui se sont imposés. Le micro USB, ce qu'on appelle le USB-C et le fil de Apple qui s'appelle le Lightning. L'Europe voudrait imposer le port USB-C, qui est comme un petit port USB, si vous voulez, là. Et on pourrait donner à l'industrie à peu près 2 ans pour s'adapter. C'est le délai là, qui est prévu pour l'entrée en vigueur de cette réglementation-là. Ouais, j'imagine Apple, qui aime bien faire les choses à sa manière, on ne doit pas être particulièrement content là, chez le géant américain. Non, ils répondent essentiellement qu'il n'y en est pas question. Il n'y en a pas question. C'est ça. Apple dit que sa technologie Lightning équipe à peu près 1 milliard d'appareils dans le monde, que cette réglementation-là en Europe étoufferait l'innovation au lieu de l'encourager, que ça finirait par nuire aux consommateurs, en plus de générer un volume record de déchets électroniques parce que ça rendrait obsolète une partie des chargeurs en circulation. La Commission européenne dit, vous n'avez pas tout à fait compris. En Europe seulement, les consommateurs dépensent à peu près 2,4 milliards d'euros chaque année pour l'achat de chargeurs uniquement. Donc, les consommateurs pourraient faire des économies. Et en plus, on jette en Europe chaque année 11 000 tonnes de chargeurs inutilisés, pensez-y. On dit que la réglementation permettrait de réduire ces déchets-là. Alors, on se dirige vers une bataille, Alec, qui va être très intéressante. Ça pourrait inspirer aussi d'autres pays dans le monde, qui le sait. Alors, c'est la bataille des chargeurs qui commence. Oui. Et en terminant, une petite note sur la baie du Hudson qui habillait les athlètes olympiques canadiens depuis plusieurs années. Ils viennent de perdre le contrat. Ça va être Lululemon qui va habiller les athlètes olympiques. On choisit toujours une entreprise canadienne pour habiller les athlètes olympiques et paralympiques canadiens. Effectivement, Lululemon de Vancouver qui vient de remporter le contrat pour les collections pour les Jeux d'hiver 2022 jusqu'aux Jeux d'été en 2028 à Los Angeles. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être habillé en mou pour aller aux Olympiques? Oui, toujours, tout le monde est toujours habillé. Bon, j'appellerais ça des tenues de sport ou de détente. Voilà, c'est ça. C'est la pandémie qui a influencé ma façon de parler du côté vestimentaire. Vous n'êtes pas le seul. Mais cela dit, la grande question, c'est combien ça vaut ce contrat-là? Possiblement plus d'une centaine de millions de dollars. Et oui, c'est un revers pour la baie du Hudson qui habillait l'équipe olympique depuis 2005. Et surtout, l'enjeu ici, c'est la visibilité de l'entreprise à l'échelle mondiale. Exactement. Alors, c'est un gain important pour Lululemon, revers pour la baie du Hudson. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir été là. Je vous en prie. On se retrouve demain. Et à vous tous, je vous dis qu'on se retrouve dans quelques minutes, tout après les nouvelles. On va parler notamment de cette loi spéciale à Québec qui va tenter d'être adoptée aujourd'hui pour limiter les manifestations anti-vaccins aux abords des hôpitaux et des écoles. À tout de suite. Midi Info avec Alec Castonguay.
Rebonjour. Dans quelques minutes, on va faire le point sur la COVID longue chez les enfants. L'hôpital Sainte-Justine a ouvert une clinique spécialisée pour traiter les jeunes qui souffrent pendant des semaines, voire des mois, des conséquences de l'infection. Est-ce que c'est fréquent? Quels sont les effets? Ce sera vers 12h40. Mais d'abord, le premier ministre Legault l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours, il n'est pas question de laisser des manifestants opposés aux mesures sanitaires s'approcher des écoles et des hôpitaux. Ce matin, son gouvernement a déposé un projet de loi qui empêcherait ce type de manifestation à moins de 50 mètres des écoles, des hôpitaux, des centres de vaccination ou des centres de dépistage de la COVID, des garderies également, privées ou publiques, avec des amendes assez salées à la clé là, pour qui conviendrait ou inciterait à y contrevenir. On parle de 1 000 à 6 000 $ d'amende. Réaction avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire. Bonjour, M. Nadeau-Dubois. Bonjour. Ce matin, votre parti demandait que le projet de loi ait un côté, un aspect temporaire et spécifique. Oui. Est-ce que ce projet de loi-là, maintenant qu'il est déposé, répond à vos attentes? C'était en effet une de nos demandes. On voulait un projet de loi temporaire et il est temporaire, ce projet de loi. Donc, à cet effet-là, on est satisfait. On va continuer à négocier avec le gouvernement dans les prochaines heures pour s'assurer que ce soit le mieux balisé possible parce que la pandémie est une situation exceptionnelle et c'est bien sûr que c'est absolument intolérable de voir des anti-vaccins en fait agresser carrément des enfants et des profs aux abords de nos écoles, mais il faut s'assurer de trouver l'équilibre entre la protection des enfants, la protection des écoles d'une part, et de l'autre, la protection du droit de manifester qui, qu'on aime ou pas le message que les gens portent, est un droit qui est essentiel. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça et c'est ça qu'on va faire cet après-midi à Québec solidaire, trouver cet équilibre avec le gouvernement. J'aimerais vous entendre sur l'article 5 du projet de loi. Je vais le citer, là. Il dit « Les dispositions cessent d'avoir effet à la date à laquelle prend fin l'état d'urgence sanitaire. » Fin de la citation. Est-ce que c'est suffisamment précis dans le temps? Parce que la fin de la pandémie est assez difficile à prévoir. Certains partis politiques aimeraient ça que ce soit au contraire, une interdiction qui soit renouvelable là, aux 30 jours. Vous en pensez quoi? Ce que vous venez de lire, c'est le libellé initial du projet de loi. La commission parlementaire qui va l'étudier, là, comme on appelle, article par article, va commencer dans les prochaines minutes ici à l'Assemblée. Et nous, on va travailler pour que ce libellé-là soit un peu plus précis. J'ai entendu le premier ministre ouvrir la porte à ce qu'on y aille par tranche de 30 jours. Ça m'apparaît le genre d'avancée intéressante pour qu'on s'assure que le projet de loi soit réellement là, temporaire. Est-ce qu'à votre avis, ce projet de loi-là va à l'encontre de la Charte des droits et libertés qui garantit le droit de manifester? Moi, je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des précédents au Québec où on a décidé, pour protéger les plus vulnérables, d'imposer une zone tampon autour de lieux sensibles. Je pense bien sûr à ce qu'on a fait avec les cliniques d'avortement. En 2016, on avait un problème au Québec. Les cliniques d'avortement étaient prises d'assaut par des militants anti-choix. Et à ce moment-là, à Québec solidaire, avec le mouvement féministe, on s'était battu pour qu'il y ait ces zones tampons-là de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. Et c'était quoi à l'époque? Le critère qui avait été utilisé pour protéger les cliniques, ça avait été de dire on ne peut pas dissuader quelqu'un ou entraver quelqu'un dans son souhait d'aller obtenir un soin de santé. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce précédent-là pour rédiger cet après-midi une loi qui, oui, protège les écoles et les hôpitaux, mais respecte aussi les droits et libertés de tout le monde. D'ailleurs, le projet de loi déposé ce matin, qui est assez court, là, reprend beaucoup des termes utilisés dans cet article-là de la loi sur la santé de 2016 concernant les cliniques d'avortement. Le 50 mètres, le fait de ne pas inciter quelqu'un, par exemple, à ne pas aller se faire avorter. Là, il y a le même terme pour ne pas inciter quelqu'un à ne pas se faire vacciner, par exemple. Donc, clairement, là, le gouvernement a voulu se coller à ce qui, à l'époque, faisait consensus au sein de la classe politique. Là. C'est ce que vous en comprenez. Et c'est ce qu'on souhaite à Québec solidaire, qu'on se rapproche le plus possible de ce consensus-là, parce que je pense que là, on touche à quelque chose de fondamental. Hein. C'est pas parce qu'on est en désaccord ou qu'on n'aime pas les anti-vaccins qu'il faut leur demander d'aller manifester à 50 mètres des écoles. C'est pas sur cette base-là. Le critère qu'il faut utiliser, c'est pas le désaccord, c'est le droit à la santé. C'est le fait que les enfants, les profs, les infirmières ont droit à la santé, ont droit d'avoir accès aux services d'éducation, aux services de santé, ils ont droit de travailler dans un environnement en sécurité.
Et dans un contexte de pandémie, dans un contexte où le variant Delta, on le sait là maintenant, là, s'attaque aux enfants, ce qui est une différence par rapport au virus originel, mais dans tout ce contexte-là, c'est justifié de dire, s'il vous plaît, allez manifester de l'autre côté de la rue. On est en pleine pandémie mondiale, après tout, là. Est-ce que c'est réaliste d'adopter le projet de loi à toute vapeur aujourd'hui? Et est-ce que ce serait grave qu'on ne l'adopte pas aujourd'hui, mais qu'on prenne encore une journée ou deux pour l'adopter? Je ne pense pas que ce serait la fin du monde si on ne l'adopte pas aujourd'hui. Ceci étant dit, on va dire les vraies affaires. Le gouvernement a le choix de procéder par décret ou par projet de loi. Nous, c'est sûr qu'on préfère que ça procède par projet de loi. C'est pour ça qu'on collabore avec le gouvernement en ce moment pour avoir le meilleur projet de loi possible. Parce que pour moi, ce qui serait problématique, c'est qu'un encadrement du droit de manifester comme celui-là soit fait par décret sans consultation de l'Assemblée nationale. Donc, vous savez, comme on dit là, entre deux mots, on choisit le moindre. Moi, bien honnêtement, je préfère un projet de loi adopté rapidement à un décret rédigé derrière les portes closes du Conseil des ministres. Dans une autre vie, Gabriel Nadeau-Dubois, vous étiez un militant étudiant bien en vue lors de la crise étudiante de 2012. Vous étiez à ce moment-là opposé à la limitation de manifester, notamment auprès des établissements d'enseignement. Il y a des gens qui vont dire que c'est un peu ironique que maintenant vous soyez d'accord à ce qu'on limite le droit de manifester près des écoles. Est-ce que vous faites un parallèle avec ce que vous avez vécu à l'époque de la loi 12, là, la loi spéciale qui interdisait de manifester? Oui, j'ai entendu certaines personnes dire ça. Bien honnêtement, je pense qu'on est dans un contexte où il faut faire attention, là. On est en pleine pandémie mondiale. C'est sans précédent. C'est la vie, littéralement, là, d'enfants qui est en jeu, là. Il y a des enfants en ce moment aux soins intensifs au Québec, là. Donc, moi, j'invite tout le monde à faire attention aux parallèles abusifs, puis selon moi, qui ne tiennent pas la route. Moi, je pense que le bon parallèle à faire, c'est le parallèle avec 2016, où là, Québec solidaire, le mouvement féministe, les mouvements sociaux s'étaient alliés pour imposer une zone tampon aux cliniques d'avortement. Là, je pense qu'on a une comparaison qui est valide. La loi spéciale de Jean Charest, à l'époque, ne visait pas à protéger la santé ou la vie de personnes vulnérables. C'était une loi spéciale qui visait à mater un mouvement social, à mettre fin à une mobilisation citoyenne. Je pense qu'il faut bien faire attention aux comparaisons qu'on utilise. En terminant, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de radicaliser encore plus ceux qui s'opposent au vaccin ou aux mesures sanitaires, puis que ça peut inciter au dérapage que de les contraindre à, par exemple, manifester dans des endroits très précis? Je pense que ce risque, en toute honnêteté, je pense que ce risque-là, il existe. Le phénomène du complotisme, le phénomène anti-vaccin, il existe partout, pas seulement au Québec. Toutes les démocraties sont prises avec ce défi-là. Et la loi qui va peut-être être adoptée dans les prochaines heures ne réglera pas le problème de fond. C'est un pis-aller, un mal nécessaire parce qu'il faut protéger nos écoles, nos hôpitaux, nos enfants, nos profs, nos infirmières. Mais il y aura une profonde réflexion à faire, un vrai débat de société sur qu'est-ce qui fait qu'autant de gens au Québec et ailleurs perdent pied dans la société, sont prêts à adhérer à des idées aussi marginales, pas marginales, aussi farfelues, aussi dangereuses pour la cohésion sociale. La loi proposée par la CAQ, bien sûr, ne réglera pas ça. Faudrait être très superficiel, je pense, pour penser qu'on va régler le problème de fond. Cette pandémie-là démontre qu'il y a une déchirure dans la plupart des démocraties, et ça, il va falloir s'y atteler. Puis je serais bien mal placé pour penser que la loi d'aujourd'hui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Ça va prendre des débats de société, ça va prendre notamment aussi une réflexion sur le rôle des médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que les médias sociaux deviennent l'espèce d'oléoduc à travers lequel toute cette haine, toute cette méfiance envers la société et les institutions s'exprime? C'est pas des petits enjeux. Puis la loi d'aujourd'hui, elle suffira pas. C'est pas la fin. C'est le début d'un débat sur comment est-ce qu'on gère cette nouvelle réalité de mouvements complotistes comme ça qui menacent notre démocratie. C'est pas une petite question. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire, co-porte-parole de Québec solidaire. Je vous laisse retourner au débat parlementaire. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Nouvelle crise de l'immigration à la frontière américano-mexicaine. Au moins 12 000 migrants, pour la plupart haïtiens, ont été détenus la semaine dernière dans un camp de fortune sous un pont qui relie la ville texane de Del Rio avec la Ciudad Acuna au Mexique. Les autorités américaines ont commencé d'ailleurs à déporter les migrants haïtiens par avion cette semaine, suscitant de vives réactions. Notre correspondante Azeb Voldegurgis est sur place. Bonjour Azeb. Bonjour Alec. Alors racontez-nous un peu la situation à la frontière. J'imagine que c'est assez tendu là. C'est extrêmement tendu et je peux vous dire que du côté américain, ils sont très, très allergiques aux médias. On peut voir tous les patrouilleurs. Là, je me trouve juste à Del Rio, là, juste devant ce mur où justement, il y a plusieurs soldats, la garde nationale, des patrouilleurs qui interdisent en fait les médias d'avoir accès à ce pont. Actuellement, il y aura environ 5000 réfugiés haïtiens qui tentent évidemment de traverser la frontière. Vous savez, le Texas a un gouverneur républicain, Greg Abbott, qui a déjà dit que quiconque tente de traverser la frontière illégalement sera emprisonné, arrêté. Il a dit que ces réfugiés-là ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Donc on se retrouve un peu dans une situation assez difficile parce qu'ils restent toujours là au Mexique. Vous savez, ce sont des Haïtiens certains ont quitté Haïti après le tremblement de terre et ont vécu dans des pays en Amérique latine. Et ils se retrouvent là au Mexique et ils espéraient vraiment traverser la frontière. Évidemment, c'est une situation extrêmement difficile. On a eu beaucoup d'images dans les précédentes années d'Honduriens, de Guatémaltèques ou de personnes d'origine d'Amérique centrale qui tentaient de remonter vers les États-Unis. C'est plus rare qu'on avait des images concernant les Haïtiens. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou il est simplement amplifié cette année? Écoutez, ça a l'air amplifié. En fait, au début du mois, le président Joe Biden a décidé de prolonger, vous savez, ce statut temporaire qu'ont les Haïtiens qui sont réfugiés aux États-Unis depuis le tremblement de terre. Joe Biden a décidé de prolonger ce statut-là de 15 mois. Donc peut-être que ça envoyait un espèce de feu vert, un signal à toute cette population haïtienne qui se trouve justement dans les pays en Amérique latine de venir aux États-Unis. Qu'avec l'administration Biden, le pays sera beaucoup plus accueillant, que la dignité des migrants va être de retour. Évidemment, on a vu que ça n'a pas été le cas. Tout le monde a cette image en tête de ce Texan, de ce patrouilleur avec son lasso en train d'essayer d'accrocher un migrant haïtien. Et ça, évidemment, ça a soulevé une onde de choc partout, surtout dans la communauté afro-américaine aux États-Unis. Hier, Maxine Waters a dit qu'elle était scandalisée par ce qui s'était passé et surtout de voir que ça se faisait sous une administration démocrate qui finalement, pour beaucoup, n'est pas si différente que de l'administration de Donald Trump. Normalement, il y avait 7 vols qui étaient prévus aujourd'hui pour renvoyer des Haïtiens dans leur pays d'origine. Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Écoutez, pour le moment, on nous donne vraiment les informations au compte-gouttes. En début de semaine, ils ont dit qu'ils allaient vider le camp en 10 jours. Hier, mercredi, 3 avions auraient transporté des Haïtiens vers Haïti. On parle de 1000 déportations, enfin, je ne veux pas vous employer ce mot, mais 1000 renvois aujourd'hui. Ouais. Et donc, on nous donne les informations vraiment au compte-gouttes. Donc, pour le moment, on ne sait pas beaucoup. Il y a également des Haïtiens qui sont acceptés aux États-Unis. Ils auraient un bracelet électronique pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils se situeraient en attendant, évidemment, de connaître leur vrai statut. Mais pour le moment, on parle de 7 vols par jour pour aujourd'hui. L'envoyé spécial américain en Haïti, Daniel Foote, a démissionné hier ou ce matin, dans les dernières heures, là, à cause de cette situation. Il a dit qu'il avait honte de la manière dont les États-Unis traitaient cette crise-là. C'est quand même inusité, là, c'est pas rien. Ah, ça, c'est extrêmement gros. En fait, il a carrément dit dans sa lettre de démission qu'il ne veut pas être associé à un pays qui traite des migrants de cette manière-là. Il affirme que Haïti est déjà un pays pris avec des problèmes. Il y a des kidnappings, des prises d'otages, il y a une souffrance, un gouvernement corrompu et le fait que les États-Unis comptent renvoyer une population, 1000 personnes par jour, imaginez-vous, dans un pays qui est déjà exsangue, il est scandalisé, il a décidé de remettre sa démission. Il a terminé d'ailleurs sa lettre de démission en disant qu'il faut que les Haïtiens choisissent leur propre gouvernement, qu'il faut que les États-Unis encouragent Haïti à avoir une société civile démocratique au lieu d'intervenir et de choisir qui devrait gérer ce pays-là. On n'a pas entendu ses requêtes et c'est pour cette raison-là qu'il a démissionné. Dans quelles conditions sanitaires ou sécuritaires actuellement les Haïtiens qui sont massés sous ce pont-là vivent? Écoutez, on va aller voir ça. On va se rendre, on est en route justement vers Ciudad Acuna au Mexique parce que c'est notre seule manière d'avoir accès à cette population-là. Mais ce qu'on entend, c'est qu'ils sont environ 5000, que c'est une situation extrêmement difficile, qu'il y a encore des femmes, des enfants qui se trouvent là, mais on va se rendre là pour vous en rendre compte. Greg Abbott, vous le disiez, qui est un gouverneur républicain du Texas, là, qui est pris dans plusieurs controverses depuis maintenant quelques semaines. On n'a qu'à penser à cette loi anti-avortement au Texas.
Est-ce que ça soulève des critiques là, de la classe politique américaine? Vous disiez tout à l'heure qu'il y en avait qui trouvaient que c'était honteux comme comportement, mais est-ce qu'on sent qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a des critiques de cette gestion de crise-là? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Texas, vous savez, c'est encore une fois, c'est l'Amérique divisée, une division profonde. Au Texas, il est soutenu, évidemment. Il encourage les patrouilleurs à être vraiment fermes envers tout réfugié. Mais du côté des États-Unis, du côté fédéral, les démocrates, une partie des démocrates, ce qu'on entend surtout, Alex, c'est la classe afro-américaine. Là, il y a Al Sharpton qui va se rendre à la frontière. Parce qu'évidemment, tout ceci a ravivé les tensions raciales. Il dit, regardez comment sont traités les réfugiés afghans aux États-Unis. On les accueille avec la nourriture, on les accueille à bras ouverts, alors que les Haïtiens, on les accueille avec un lasso, on les traite comme des bêtes, si vous voulez. Donc ça a vraiment ravivé les tensions raciales. Et Joe Biden se retrouve vraiment dans une situation assez particulière où il va falloir faire quelque chose, puisque c'est un casse-tête. C'est un casse-tête à Haïti pour lui. Donc, il va falloir qu'il trouve un moyen de régler cette situation-là le plus humainement possible. Azévolde Guerguis, merci d'avoir fait le point avec nous. On suit vos reportages dans les différents bulletins de Radio-Canada. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Grand angle. Avec Lise Bissonnette et Conrad Yakabouski. Bonjour Lise, bonjour Conrad. Bonjour Alec. Alors, on est un peu plus de 2 jours après l'élection fédérale. On est toujours dans le post-mortem des chefs parce que certains membres des partis se demandent s'ils doivent ou non quitter leurs fonctions. La fronde est un peu commencée au Parti conservateur. Là, il y a un cadre du parti, Bert Chen de l'Ontario, qui a lancé une pétition pour réclamer un référendum sur le leadership d'Erin O'Toole avant le vote de confiance prévu en 2023. Il y a Laurence Martin, notre collègue, qui a parlé à un député conservateur qui, pour l'instant, refuse de se nommer, disant qu'Erin O'Toole doit partir. Puis en revanche, vous avez les députés conservateurs du Québec qui veulent garder Erin O'Toole. Lise, on sent qu'il y a de la tension dans l'air. Ça n'est pas très étonnant, mais ce qui m'étonne, c'est le raisonnement des gens qui sont le plus décidés à voir partir M. O'Toole, parce qu'on sait que ça vient de la faction conservatrice sociale, comme on dit, de son parti, c'est-à-dire des gens qui lui reprochent d'avoir été beaucoup trop proche du mouvement LGBTQ, d'avoir été pro-choix, d'avoir accepté une taxe carbone, enfin une petite taxe carbone, mais tout de même, et enfin d'avoir amené son parti vers le centre, comme si le centre était un très mauvais endroit où se trouver. Et ils vont plus loin que de lui reprocher ce virage. Ils disent qu'il aurait fait beaucoup mieux. Il y a un organisme qui s'appelle Coalition for Life qui est très connu qui dit qu'il aurait fait beaucoup mieux s'il n'avait pas lancé ce virage. Alors là, on se demande dans quel pays ils vivent, là, parce que au contraire, en fait, je pense que ça tombe sous le sens que s'il s'était rendu aux appels de sa droite très conservatrice, non seulement il n'aurait pas fait beaucoup mieux, mais peut-être que Justin Trudeau serait majoritaire aujourd'hui. Donc c'est très, très interne au Parti conservateur, mais ça a beaucoup d'intérêt, ce débat. Je trouve plus que les autres. Il y en a dans tous les partis actuellement. Tout le monde regarde son leader en se demandant si c'est le bon chef. Mais je crois qu'au Parti conservateur, ça a beaucoup d'intérêt parce que probablement que ce Parlement va durer un bon moment. Hein? On ne s'attend pas à ce qu'il soit défait demain matin. Et le rôle de l'opposition officielle dans un gouvernement minoritaire, c'est important. Or, le Parti conservateur, sous M. Scheer, avait un rôle assez pâle. Il n'était pas véritablement d'attaque. Et M. O'Toole, en recentrant son parti, en tenant une position qui est moins rébarbative à l'ensemble des Canadiens, là, si on regarde le résultat des élections, ça n'a quand même pas voté dans le conservatisme, si vous voulez. Donc, M. O'Toole pourrait avoir un rôle très important en étant un bon leader de l'opposition officielle. De toute façon, le travail sur son leadership, vous l'avez dit, ne s'amorcera pas, en fait, techniquement, théoriquement, en tout cas, il n'est pas obligatoire avant 2023. Donc, il aurait 2 ans devant lui pour bien mener les choses. Autrement, si on réussit à l'expulser maintenant, le Parti conservateur, véritablement, pendant des mois, va être aux prises avec ses chicanes internes. Donc, je pense que ça a de l'intérêt, non seulement pour les conservateurs, mais pour l'ensemble de l'électorat canadien. Conrad, est-ce que c'est pas par courant et député interposé une bataille en réalité sur le
le recentrage du Parti conservateur qui se mène en coulisses actuellement. Si on laisse Erin O'Toole en poste, c'est qu'on accepte qu'on a été un peu trop à droite dans les dernières années et que le recentrage du parti doit se poursuivre. Et si on le met à la porte, c'est qu'on n'a pas aimé ce qu'on a vu. Est-ce que c'est pas essentiellement ça qu'on est en train de débattre à l'interne? Mais effectivement, il y a toujours l'aile qui reste très fidèle à Stephen Harper et c'est pas impossible que M. Harper, par l'entremise de ses représentants, notamment quelqu'un comme Jenny Byrne, qui était une conseillère très proche de Stephen Harper, qui a déjà émis des doutes sur la stratégie d'Erin O'Toole. Donc, c'est toujours c'est très personnel, c'est tiraillement parce que entre l'aile de Brian Mulroney et je ne dis pas que Brian Mulroney est impliqué, mais les gens qui voient cette vision du Parti conservateur comme la seule façon pour que ce parti devienne de nouveau un adversaire sérieux par rapport au Parti libéral. Et l'aile de Stephen Harper qui disent que il faut qu'il y ait un parti conservateur au Canada fidèle à des principes conservateurs. Mais c'est très ironique d'entendre les gens de la droite sociale dire que le recentrage, c'est à cause du recentrage d'Erin O'Toole que le parti n'a pas fait des gains. C'est parce que Erin O'Toole a gagné le leadership en courtisant ces gens-là. Et ces gens-là, en fin de compte, ont appuyé Erin O'Toole lors de la course à la chefferie contre Peter MacKay. Et ils se sentent peut-être trahis un peu, dans le fond. Ils se sont trahis, mais la raison pour laquelle les conservateurs n'ont pas fait des gains, c'est justement parce que Erin O'Toole ne pouvait pas mettre derrière lui tous les doutes par rapport à son positionnement personnel. Même s'il est sorti durant la campagne en étant très ferme pro-choix, il y a tous ces doutes, comme il avait déjà essayé de courtiser les partisans des droits des propriétaires des armes à feu. Il a permis à des députés anti-avortement d'avancer leur projet de loi. Il y avait tous ces doutes par rapport à est-ce qu'il contrôle véritablement cette aile de son parti. Et effectivement, la réponse, c'est que non. Mais M. O'Toole a plus de temps qu'Andrew Scheer l'avait en 2019 parce que la grogne est sortie tout de suite et à l'intérieur de 3 semaines, Andrew Scheer avait annoncé sa démission. Ce n'est pas ça qui va arriver cette fois-ci. Il va y avoir un peu plus de temps. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle un peu de Jack Meeting, qui est le chef du NPD. On en parle moins parce qu'on a beaucoup de réflexions autour d'Erin O'Toole depuis les élections de lundi soir, mais Jack Meeting n'a fait élire que 25 élus. Donc, un de plus qu'à la précédente législature. On se rappelle qu'il était aussi à la tête du parti quand on a dégringolé de 44 sièges sous Thomas Mulcair à 24 en 2019. Et là, il y a une chronique intéressante dans le Globe and Mail de Lawrence Martin ce matin qui dit que Jack Meeting a été incapable de profiter de l'animosité envers Justin Trudeau, incapable de profiter de la déroute du Parti vert qui, donc, normalement, aurait dû profiter au NPD. Il y avait 2 fois plus d'argent qu'en 2019 dans ses coffres pour faire campagne et il y avait des médias qui savaient bien qu'il n'allait pas être premier ministre, donc qui ne posaient pas des questions très difficiles. Et malgré tout, ça a fait patate. Est-ce qu'il ne devrait pas, lui aussi, songer un peu à son avenir politique, Lise? Personne ne semble le contester. Vous avez interviewé Alexandre Boulris, qui est quand même un être extrêmement rationnel et qui vous a dit avec trépidation et bonheur que son chef était très, très bien, que M. Singh faisait parfaitement l'affaire et que lui allait lui rester fidèle. Mais c'est le jovialisme du NPD qui s'exprime ici. Souvenez-vous qu'en 2019, avec la dégringolade dont vous venez de parler, M. Singh dansait littéralement sur oui, je m'en souviens. Ce soir-là.
on était sidérés de le voir. Il venait de connaître une défaite majeure et puis il trouvait que tout allait bien. Et il a tendance à faire des contes de fées, mais ça, c'est pas seulement lui, c'est le NPD depuis toujours. Le NPD, c'est toujours un peu choquant de le dire, mais c'est un parti qui ne tient pas véritablement à exercer le pouvoir. Regardez le programme du NPD durant cette élection. Écoutez, c'est un conte de fées, là. Bon, et on sait très bien que rien de tout ça ne va arriver, qu'on ne va pas taxer les ultra-riches, qu'on ne va pas dépenser encore plus de centaines de milliards, qu'on va pas... Mais on est du bon côté des choses. On aime être la conscience du Parlement. Moi, depuis que je couvre, que j'ai suivi le NPD depuis toujours, c'est toujours ça qui a fonctionné. Même Jack Layton, c'était ça. Ça a amené une belle vague, mais même Jack Layton est le seul qui était un peu plus pugnace. C'était Thomas Mulcair et ils l'ont répudié. Alors, il est toujours ils sont dans leur bulle et puis moi, je ne vois pas qui va contester M. Singh là, actuellement. Il y a toujours au NPD cette idée qu'on préfère avoir raison ou du moins penser qu'on a raison plutôt que de gagner. On dirait que parfois, ça fait en sorte qu'on ne fait pas des choix difficiles. Conrad, vous en pensez quoi, toi? Est-ce que vous pensez que Jack Singh, ou du moins les militants du Parti conservateur, du Parti néo-démocrate, devraient se poser des questions? Parce que je pense à Thomas Mulcair, qui avait réussi quand même la deuxième meilleure performance de l'histoire du NPD, avec 44 députés à l'époque, qui a été mis à la porte par son parti. Puis là, on dirait que personne ne se pose des questions. Bien, évidemment, en 2019 ou en 2015, par rapport plutôt, l'NPD était encore l'opposition officielle, il visait le pouvoir. Il y avait cet espoir-là qui s'est évaporé vite après ces élections-là. Mais il y a deux choses. D'abord, il faut pas nier la déception énorme chez beaucoup de néo-démocrates par rapport à la performance de lundi. Ils n'ont pas réussi à convaincre assez de Canadiens que Justin Trudeau ne méritait pas leur appui. Donc, il y a eu ce vote stratégique en fin de compte. Mais deuxièmement, si vous regardez les circonscriptions à Toronto, comme Spadina-Fort York et Davenport, à Spadina-Fort York, la candidate libérale avait été désavouée par son propre parti parce qu'il faisait face à des accusations d'inconduite sexuelle qui avaient été abandonnées, par exemple. Mais il a gagné quand même. Alors, ces deux circonscriptions, les néo-démocrates auraient dû les gagner. Et en même temps, Vancouver-Granville, où Jody Wilson-Raybould avait donné son appui au candidat libéral néo-démocrate, et elle avait perdu au Maine un candidat libéral qui avait été qui avait été ciblé pour avoir vendu 30 maisons dans les dernières années. Il avait fait des rénovations éclairs, ce que son parti voulait empêcher. Et si vous regardez la circonscription de Jagmeet Singh, là, à Burnaby South, il a gagné par seulement 4 000 voix, même pas 4 000 voix, 3 400 voix, et tandis que les autres chefs. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas nier cette déception énorme que c'est l'enthousiasme par rapport à la personnalité de Jagmeet Singh, c'est pas traduit en vote ou en siège. Il y a aussi ce facteur que le taux de participation a été exceptionnellement bas cette année, et évidemment, ça nuit au vote des jeunes entre 18 et 34 ans. Donc, les sondages démontraient avant les élections que l'appui de NPD était plus élevé chez ces gens-là. Et finalement, ces gens-là ne sont pas allés voter. Conrad Yakubowski, chroniqueur au Globe and Mail. Lise Bissonnette, ancienne directrice du Devoir. Merci d'avoir été là. Merci. À bientôt. Merci. Bonjour. Au revoir. Pour réécouter nos entrevues, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio et la page web de Midi Info. En fin d'émission, on va se rendre à Vancouver où une nouvelle mesure de santé publique attire l'attention. On envoie de l'héroïne médicale par la poste dans le cadre d'un projet pilote. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est prudent de le faire? On va en parler vers 12h50. Mais d'abord, on fait un détour par Paris parce que 6 jours après le début de la crise des sous-marins entre Joe Biden et Emmanuel Macron, les deux chefs d'État se sont parlé. Ils ont annoncé des engagements pour rétablir une confiance entre Paris et Washington. On fait le point avec notre correspondant à Paris, Raphaël Bouvier-Auclair. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Alec. Alors, les deux hommes se sont parlé. On sentait qu'il y avait un froid entre les deux capitales.
Oui, d'où le fait que cette conversation téléphonique, elle était très, très attendue. Entre autres, ici en France, il faut dire qu'effectivement, les tensions, elles étaient très importantes depuis presque une semaine maintenant, depuis l'annonce donc de ce partenariat stratégique dans le Pacifique entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, alliance dont la France a été exclue et qui lui a, par le fait même, fait perdre un contrat lucratif de sous-marin que l'Australie devait acheter. Donc, vive réaction ces derniers jours de la part du gouvernement français. On a beaucoup entendu, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a même qualifié Joe Biden de Donald Trump sans les tweets. Et là, je le cite, et avec une forme de déclaration solennelle assez insupportable. Donc, on voit le ton. Paris reproche, entre autres, à Washington de ne pas l'avoir consulté, de ne pas l'avoir averti au préalable qu'il y avait cette entente qui se tramait avec l'allié britannique et australien. Donc, finalement, ils ont pris le téléphone. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier. Les États-Unis ne se sont pas formellement excusés, mais quand même, il y a un communiqué commun qui a été publié après la conversation dans lequel on peut lire que des consultations ouvertes auraient dû être tenues sur le sujet et on promet justement d'en tenir de nouvelles consultations pour s'assurer que la confiance règne entre les deux pays. Les présidents des deux pays vont se rencontrer en Europe à la fin octobre. On verra comment ça va se dérouler. On sait qu'il y a un sommet du G20 qui doit avoir lieu en Italie 30-31 octobre. Est-ce que ce sera là? Ce sera un autre moment? C'est à suivre. Donc, on sent une accalmie et le symbole qui illustre le plus cette accalmie, Alex, c'est que l'ambassadeur français aux États-Unis qui avait été rappelé à Paris pour consultation il y a quelques jours, ce qui était quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est une première historique même. Exactement. Il retournera donc à Washington. Ça a été annoncé hier. Est-ce que cet épisode va laisser des marques? Ben, c'est pas parce que le ton baisse que les tensions sont nécessairement toutes disparues d'un seul coup. Et j'en ai parlé hier avec un expert des questions transatlantiques qui, lui, me disait que côté européen, ben, cette affaire des sous-marins, elle est perçue comme un épisode de plus, un épisode qui s'ajoute à d'autres qui ont soulevé des questions sur la fiabilité des États-Unis comme partenaire ou allié de l'Europe. On se souvient, par exemple, cet été du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Il y a toutes sortes de questions qui avaient été soulevées à ce moment-là. Il y a aussi tout l'enjeu de l'interdiction de l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de l'espace Schengen. Ça a été levé il y a quelques jours, mais quand même, ça a suscité beaucoup de grogne, cette mesure-là, en Europe. Donc, on entend des discours ces derniers temps du côté européen qui évoquent le besoin d'une plus grande autonomie, peut-être, par rapport à l'allié américain. Mais même là-dessus, Alex, je vous dirais que tous les pays européens ne s'entendent pas nécessairement. Hein. Au sein des 27 membres de l'Union, il y en a qui sont toujours très, très attachés aux États-Unis. C'est le cas des pays baltes, entre autres, qui se trouvent près de la Russie. Puis on l'a vu même ces derniers jours dans les réactions à cette affaire des sous-marins. Il y a eu beaucoup de mots d'appui, de solidarité envers la France, mais il y a des pays, par exemple, comme la Suède, qui disaient oui, c'est vrai qu'on appuie la France là-dedans, mais il ne faut pas non plus que la réponse ce soit que l'Europe se replie sur elle-même. Donc, vous voyez le ton. Chose certaine, on sent que cette réflexion sur l'avenir de la relation transatlantique, elle n'est pas terminée, elle va se poursuivre et ça, peu importe qui est le président à Washington, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, on va continuer de réfléchir à la direction que doit prendre cette relation. Absolument. Raphaël Bouvier-Auclair, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Vous écoutez Midi Info sur ICI Radio-Canada Première. Les cas de COVID se multiplient chez les enfants de moins de 12 ans. C'est maintenant le groupe d'âge qui a le plus haut taux de propagation au Québec. 3 écoles ont d'ailleurs dû fermer leurs portes en moins d'une semaine dans la province en raison d'éclosions hors de contrôle. Et une étude israélienne nous apprenait cette semaine que plus d'un enfant infecté sur 10 pourrait souffrir du syndrome post-COVID, la fameuse COVID longue. Ce phénomène existe également ici, à un point tel que l'hôpital Sainte-Justine a mis sur pied une clinique post-COVID pour traiter les tout-petits qui gardent des symptômes des semaines, voire des mois après avoir été infecté. J'en parle avec la docteure Tan Diem Nguyen, pneumologue à la clinique post-COVID de Sainte-Justine. Bonjour, Madame Nguyen. Bonjour. Alors, un mot d'abord sur cette étude israélienne. Là, on a étudié les cas de 13 000 enfants qui ont été infectés par le SRAS-CoV-2. Un peu plus de 11 % avaient encore des symptômes des semaines, voire des mois plus tard. Est-ce que ça vous surprend? Ça me surprend. Mais je pense que c'est pas mal les données qui sont rapportées chez l'adulte aussi. On parle dans les mêmes pourcentages. Au Royaume-Uni, c'est quand même préliminaire. L'article n'a pas été publié encore, mais rapporte aussi les mêmes pourcentages. Donc, ça me surprend pas tant que ça. Est-ce qu'un enfant sur 10, c'est ce que vous constatez aussi ici?
C'est difficile pour nous de dire un enfant sur 10 parce qu'on n'a pas vraiment le nombre de patients qui a eu un dépistage versus ceux qui ont consulté nécessairement ici. La clinique aussi a commencé récemment, donc est-ce qu'on sous-estime à cause qu'on vient de commencer juste récemment depuis quelques mois? Donc pour nous, c'est difficile d'estimer le pourcentage au Québec. Mais ce qu'on voit chez la population pédiatrique ressemble beaucoup à ce qu'on voit en adulte, beaucoup de symptômes je vous dirais assez non spécifiques, avec de la fatigue, l'essoufflement, l'activité physique, puis des problèmes de mémoire aussi. Donc, mémoire, fatigue, est-ce qu'on, chez les enfants, c'est un peu comme chez les adultes également, dans le sens où on peut perdre l'odorat pendant plusieurs mois? À quoi ça ressemble les symptômes là, concrètement? Oui. L'odorat est rapporté aussi. Effectivement, la perte d'odorat est rapportée. Mais je vous dirais, ceux qu'on voit en clinique, c'est quand même la minorité qui vont se plaindre de ça. Okay. La majorité, je vous dirais, c'est beaucoup plus des symptômes de fatigue et l'essoufflement dans l'activité physique. Vous traitez combien d'enfants présentement dans la clinique post-COVID de Sainte-Justine? Nous, on a commencé notre clinique au mois de mai. Cette année, on a vu une vingtaine de patients à date. On voit à peu près 4 à 5 patients par mois. Et c'est quel âge, surtout, qui sont touchés par les syndromes de COVID longue? C'est typiquement les adolescents qu'on voit en clinique et c'est pas mal aussi ce qui est le groupe d'âge qui est rapporté en pédiatrie quand on parle de la COVID longue. Donc, pour l'instant, des adolescents un peu plus que des jeunes enfants. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus susceptibles que d'autres de développer des symptômes à long terme? À date, je vous dirais, quand on regarde les études et ce qu'on observe aussi à la clinique, il n'y a pas vraiment de facteurs qu'on a mis en évidence. C'est pas nécessairement des patients qui avaient des maladies préexistantes. Okay. Il y a une petite tendance que c'est les filles que les garçons qui consultent à la clinique. OK. Donc, Puis, un peu plus de filles que de garçons. Tout à fait. OK. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays aussi? Ou c'est juste une statistique? On rapporte ça aussi dans les études qui étaient publiées à date. Je vous dirais aussi, la vaste majorité avait des symptômes très légers aussi à l'infection initiale aussi. Et c'est ce qui est rapporté dans la littérature à date. On parle de... Il faut comprendre que ce qui est publié à date, c'est assez restreint. La qualité des études est quand même variable d'une étude à l'autre. Donc, on n'a pas une grande littérature pour se baser. Mais ce qu'on voit, c'est un petit peu plus de filles. La majorité n'ont pas de symptômes ou peu de symptômes au départ. Oui, c'est ça qui était... On a dit que les enfants avaient souvent une infection asymptomatique. Est-ce que vous avez remarqué si ceux qui ont eu des symptômes ont plus souvent des effets à long terme de la COVID? On n'a pas pu remarquer ça. C'est sûr qu'on vient de commencer, donc on a un petit nombre. Mais effectivement, nous, on a des patients qui, au départ, étaient asymptomatiques. Ils ont été dépistés parce qu'il y a un cas positif dans leur famille. C'est pour ça qu'on l'a su. Mais qui ont développé des symptômes, voire quelques semaines après l'infection initiale, en fait, le dépistage initial positif. Donc, le fait qu'on soit symptomatique ou asymptomatique n'a pas vraiment d'effet sur la COVID longue. On pourrait donc développer des symptômes à long terme dans les deux cas. C'est possible, tout à fait. Okay. La cause sous-jacente, c'est sûr que la COVID longue, la cause sous-jacente, on ne le sait pas. Il y a beaucoup d'hypothèses. Est-ce que c'est une maladie inflammatoire? Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il n'y a pas de confirmation encore de la cause. Il y a aussi rapporté en adulte, et que nous, on observe aussi, beaucoup d'anxiété et des symptômes qui, quand même, sont suggestifs un peu de troubles de dépression aussi. Je pense que le côté psychologique est certainement à explorer. Est-ce que ça explique les symptômes? Alors, je pense qu'on peut pas dire ça à ce moment-ci, mais ça peut contribuer aussi. Et comment on les traite, ces jeunes patients-là qui arrivent avec des symptômes des semaines, voire des mois après leur infection? C'est quoi le traitement qu'on tente de leur appliquer? Nous, c'est sûr que moi, je suis pneumologue. Nous, on fait beaucoup de tests de fonction pulmonaire. Ce qu'on observe, c'est qu'ils sont les tests de fonction sont normaux, ce qui est très rassurant. On va faire aussi des tests à l'effort. À date, ce qu'on voit, c'est les tests qui sont normaux ou encore on voit un petit peu un état de déconditionnement. Est-ce que c'est la COVID qui a contribué à ça? Est-ce que c'est le confinement qui a contribué un petit peu à cet état de déconditionnement musculaire? C'est difficile pour nous de vraiment